Ouais, il y a plein d'endroits effrayants dans le coin, dit le barman en nettoyant tranquillement un verre avec un vieux chiffon. La question c'est, à quel point vous pensez pouvoir supporter la peur, les gamins? Bien sûr, ce n'étaient pas des gamins. Johann avait 28 ans et Nina en avait 26, tous deux routards venus de Düsseldorf en Allemagne, finançant leur voyage unique à travers les États-Unis. Ils avaient toujours entendu dire que nulle part ailleurs sur Terre, Halloween n'était célébré comme en Amérique, et c'est pour ça qu'ils avaient tenu à venir en plein mois d'octobre. Aussi effrayant que possible, Johann déclara en posant un billet de vin sur le comptoir et fit signe pour une autre bière. Le barman sourit. C'est ce qu'il aimait chez ces Allemands. Ils savaient vraiment comment boire, et ils semblaient toujours avoir plein d'argent liquide à dépenser pour ça. Eh bien, la vieille dame Maple tient une maison hantée dans la ville, dit-il. Un tas de gens du théâtre local se déguisent en fantômes, ghouls, tueurs et ce genre de choses. J'ai entendu dire que c'est plutôt amusant. Nina a vidé sa bière, a ri et a secoué la tête. Ça paraît un peu sage, tu ne trouves pas? Oui, Johann a ajouté. On a fait tout ce chemin et on veut voir quelque chose d'un peu plus extrême. Il ne voulait pas s'attarder sur ce que pouvait être l'idée de l'extrême pour un Allemand. À la place, il a décidé de jouer le jeu et de leur donner un aperçu de l'histoire locale. S'il voulait vraiment quelque chose d'effrayant, le mieux serait d'aller au motel abandonné à la périphérie de la ville et de s'inscrire à l'une des visites guidées sur les fantômes du motel. Des visites de fantômes? A demandé Johann en recevant sa prochaine bière. Qui hante cet endroit? Le barman a ri. Une meilleure question serait, qui ne hanterait pas cet endroit? Il a une longue et sombre histoire, depuis son ouverture au 19e siècle. Bien sûr, c'était un saloon à l'époque. Il y a eu la fameuse fusillade entre Red Ned Hickok et Six Guns Barry. Barry s'est approché juste derrière le frère de Ned pendant qu'il jouait au poker, et il a appuyé le canon de son Colt sur l'arrière de la tête de ce pauvre gars. Il lui a éclaté la cervelle sur toute la table. Certaines nuits, on peut encore entendre le clic des chiens qu'on arme. Nina a haussé les sourcils en entendant ça. Elle était intriguée. Mais comment cela s'est-il passé? Le barman est retourné nettoyer les verres. Il y a eu le cas de Mad Johnny dans les années 30. C'était un banquier qui se prenait pour un romancier. Il pensait toujours que le problème venait du manque de temps et de trop de distractions. Alors il a tout vendu, sauf sa vieille machine à écrire Smith Corona. Il a loué une chambre dans ce motel pour 1 an afin de terminer son chef-d'œuvre. Vous ne trouverez aucun de ses livres à la librairie du coin, bien sûr, mais vous trouverez quelques livres à son sujet. Cela a éveillé leur curiosité. Il avait le temps, mais il ne pouvait pas échapper aux distractions, disait-il. Il envoyait sans cesse des plaintes au gérant du motel à propos des clients dans les autres chambres, même celles qui étaient en réalité vides à ce moment-là. Johnny devenait complètement cinglé en essayant d'écrire ce livre, mais il payait toujours, donc il n'y avait aucune raison de le mettre dehors. Jusqu'au jour où il en a eu assez, et il est allé de chambre en chambre, frappant aux portes et battant à mort les autres clients avec un marteau à griffes parce qu'il faisait trop de bruit. Il a été abattu par les flics à leur arrivée. C'était une histoire plutôt bonne, mais les Allemands commençaient déjà à s'ennuyer un peu. Pourquoi faire une visite guidée sur les fantômes s'ils pouvaient entendre toutes ces histoires gratuitement de la bouche du barman? Pour eux, l'Amérique était le pays des possibles, à la fois magnifique et terrifiant. Et ils voulaient quelque chose d'un peu plus terrifiant que de simples histoires effrayantes. Vous êtes de vrais amateurs de sensations fortes, les enfants? Demande le barman. Assurez-vous simplement de rester prudent. Il y a une différence entre avoir peur et être réellement en danger. C'est pourquoi je ne vous avertirai qu'une seule fois. N'allez pas dans la forêt à l'extérieur de la ville. Il regretta aussitôt qu'il eut prononcé ces mots, comme lorsqu'on dit à un enfant de ne pas toucher au pot de biscuits dont il ignorait jusque-là l'existence. Maintenant, l'idée était lancée, il venait de le rendre réel, et il savait, d'une certaine manière, qu'il était désormais inévitable que les deux randonneurs finissent par se diriger vers cette forêt au crépuscule. Et il avait parfaitement raison. Le soleil se couchait lorsqu'ils commencèrent leur ascension vers le bosquet dense, après avoir déjà parcouru plusieurs kilomètres depuis la ville pour arriver ici, ressentant chaque gramme du poids de leur gros sac à dos. Le barman n'avait pas vraiment répondu à leurs questions lorsqu'ils avaient demandé ce qui rendait la forêt si effrayante et dangereuse, mais cela les avait rendus encore plus curieux. « C'est comme dans un film d'horreur américain, » dit Johann, presque tremblant d'anticipation. Il faisait de plus en plus sombre à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt. L'air était différent ici. Bien qu'il soit entouré d'arbres, l'air semblait étrangement vicié, presque moisi. L'avertissement du barman tournait en boucle dans leurs esprits, sa façon d'être vague, son refus de leur dire exactement pourquoi ils ne devaient pas s'aventurer ici et errer entre les pins. Il avait été si désert quand il racontait toutes les autres histoires de fantômes macabres. Pourquoi cet endroit l'avait-il rendu silencieux? Puis Nina hurla à plein poumon.
Johan se retourna et la vit pointer du doigt le sol et ce qu'elle montrait. Le cadavre nu d'un vieil homme, le visage tourné vers le sol. Aucune trace de blessure, mais aucun d'eux n'avait besoin de vérifier le pouls de l'homme pour savoir qu'il était mort. « Nous devrions appeler quelqu'un, » dit Johan en tremblant. « Nous ne pouvons pas. » Nina cria de nouveau. Elle montra un autre cadavre, allongé nu et face contre terre comme le premier, près d'un petit groupe d'arbres. C'était comme si les vannes s'étaient ouvertes après cela. Au fin fond de la forêt, il y avait des cadavres partout, tous allongés face contre terre, dans plus ou moins dévêtus. Johan et Nina pouvaient à peine respirer en voyant tout cela. « Ça doit être une de ces sectes de la mort américaine dont j'ai entendu parler, » dit Nina. « On doit sortir d'ici, Johan. » Johan n'était pas en désaccord, mais il faisait encore plus sombre maintenant. Par où était-il entré? C'était impossible à dire, et il semblait qu'il y avait des cadavres tout autour d'eux, comme si le lieu avait été le théâtre d'un terrible massacre. Ils savaient déjà tous les deux que cette image resterait gravée dans leur esprit pour toujours, s'ils parvenaient à sortir d'ici vivants. Mais à ce moment-là, ce « si » semblait vraiment énorme. Dans le silence de mort de la forêt, chaque bruit semblait amplifié. C'est pourquoi Johan et Nina purent entendre les intrus si rapidement. Lorsque plusieurs pas résonnèrent à travers la forêt, ils se lancèrent un regard paniqué et se cachèrent derrière l'arbre le plus proche, observant et attendant de voir qui allait apparaître. La dernière chose à laquelle ils s'attendaient était une foule d'une vingtaine d'hommes, tous vêtus de combinaisons de protection à l'allure légèrement archaïque, avec des visières sombres qui cachaient leur visage, quelque chose qu'on s'attendrait à voir dans une vieille centrale nucléaire soviétique. Les hommes n'échangèrent pas un mot. Ils accomplissaient leur tâche calmement et méthodiquement, d'une manière qui laissait penser qu'ils avaient déjà fait cela de nombreuses fois. Nina et Johan regardaient, confus et horrifiés. Certains des hommes ramassaient les corps, souvent par équipe de 2, et les emportaient vers un endroit que les randonneurs ne pouvaient plus voir. Les autres ramassaient des branches et du petit bois, les disposant en un grand treillis. L'un des hommes alluma une allumette, et bientôt, le tas de brindilles, de feuilles mortes et de branches devint un immense brasier. Certains des autres hommes commencèrent à y entasser les corps. Johan et Nina savaient qu'ils ne pouvaient pas rester ici. Ils savaient que s'ils restaient, il leur faudrait vraiment avoir envie de mourir. Ils finiraient sûrement par être découverts s'ils restaient dans les parages, tant la fouille de la forêt semblait méthodique. Ce n'était qu'une question de temps. Ils attendirent un moment où les hommes en combinaison de protection étaient hors de vue, occupés à trouver d'autres cadavres à ramener et à brûler. À un signal, ils se précipitèrent loin de l'arbre, courant vers ce qu'ils espéraient être leur salut, mais tombèrent directement dans les bras ouverts de l'un des hommes en combinaison de protection. « Vous interrompez le travail, dit-il, d'une voix dénuée de toute émotion. Eh bien, c'était désagréable et troublant, n'est-ce pas? Et voici le moment où je vous dis que c'est à la fois moi et plus dérangeant que ça en a l'air ici. C'est exactement le genre de contradiction avec laquelle il faut vivre quand il s'agit du SCP-792, affectueusement surnommé la ferme à cadavres. Permettez-moi de vous donner un peu de contexte sur les choses horribles que les pauvres Johan et Nina viennent de vivre. Mais d'abord, est-ce que quelque chose perturbe votre bonheur? Johan et Nina ont ignoré tous les signaux d'alerte jusqu'à ce que leur corps leur crie de quitter ces bois. La vie réelle est rarement aussi dramatique, mais le stress et l'anxiété peuvent tout de même former des schémas faciles à négliger. Pour moi, cela peut signifier veiller tard, vouloir en faire toujours plus et ne pas remarquer à quel point je suis tendu ou irritable, jusqu'à ce que je sois complètement à bout. La thérapie peut vous aider à remarquer ces signaux plus tôt, à comprendre ce qui vous maintient dans ce cycle et à mettre en place des pratiques qui vous permettront de ralentir et de vous recentrer avant d'en arriver là. Et BetterHelp, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, facilite la prise en compte de ces signaux d'alerte. Faites un court questionnaire, trouvez rapidement un thérapeute agréé et communiquez par téléphone, vidéo ou message. Si le thérapeute ne vous convient pas, vous pouvez en changer à tout moment sans frais supplémentaires. Plus de 6 millions de personnes ont reçu de l'aide grâce à BetterHelp, qui a une note de 4,8 sur 5 sur l'App Store. Alors cliquez sur le lien dans la description ou rendez-vous sur betterhelp.com/drbob pour obtenir 10% de réduction sur votre premier mois de thérapie. Merci à BetterHelp de soutenir la chaîne. Maintenant, retour à la ferme à cadavres. Il existe un espace de 4 km à l'extérieur d'une ville américaine dont je ne suis pas autorisé à révéler le nom, qui contient à tout moment entre 3700 et 4500 cadavres humains nus allongés face contre terre dans divers états de décomposition. Nous avons pris l'habitude de les appeler SCP-792-1. Ces personnes ne sont pas mortes ici, et leurs corps n'ont pas été amenés ici après leur décès, pour ainsi dire. Au lieu de cela, ils sont lentement sortis du sol au cours d'une année, se formant à partir de structures végétales semblables à des racines sous la terre, dont la composition est identique à celle de la chair et du tissu musculaire humain. Mais pourquoi?
Lorsque vous êtes confronté à quelque chose d'aussi étrange, c'est une question naturelle, et c'est justement celle qui a beaucoup intéressé la Fondation lorsqu'ils ont fait leur première découverte. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un site provisoire complet soit construit autour de l'anomalie, sous le prétexte de la présence d'un élément biologique dangereux dans la forêt que les civils devaient éviter à tout prix. Ils étaient fascinés à mesure que de nouveaux cadavres apparaissaient, se demandant si le prochain apporterait une quelconque réponse. Et je sais ce que vous supposez, à partir de notre étude de cas d'ouverture. Que ces hommes en combinaison de protection que Johan et Nina ont rencontrés étaient du personnel de la Fondation, qui les a effrayés parce qu'ils gênaient leurs recherches. C'est là que vous vous trompez. Ces hommes n'étaient pas vraiment des hommes, et en fait, ils font partie de l'anomalie. La majeure partie de l'année, SCP-792 ne génère que des corps, mais entre le 2 septembre et le 31 octobre, il génère certaines entités que nous avons pris l'habitude d'appeler SCP-792-2. Ces hommes mystérieux, au visage dissimulé et en combinaison intégrale de protection qui rampent hors de la boue et de la vase de l'étang Lance. Une fois qu'ils se sont complètement relevés, ils commencent leur travail, qui consiste en une seule action avec deux issues possibles. Ils se déplacent en groupe apparemment coordonnés, examinant chacun des corps avant de les transporter soigneusement jusqu'à l'étang et de les y déposer, les faisant ainsi disparaître sous la surface. C'est l'issue la plus courante. Mais pour environ 1/10 des corps, ils seront laissés au sol pendant que les entités en combinaison de protection ramassent du bois pour construire un immense et impressionnant bûcher. Une fois le bûcher allumé, ils y déposeront les cadavres restants et les laisseront brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres, ne laissant rien derrière eux. Un rituel anormal classique qui se répète chaque année, mais encore une fois, dans quel but? Dès que la Fondation a reconnu la conscience des anomalies SCP-792-2, ils ont naturellement été impatients d'organiser un entretien en tête-à-tête pour voir ce qu'elles pourraient partager sur leur travail à la ferme à cadavres. L'une d'elles a été doucement escortée vers une salle d'entretien temporaire sur le site par deux grands gardes costauds de la Fondation, équipés de matraques électriques à la ceinture. Il n'a pas résisté, sagement, et s'est rapidement retrouvé assis en face du chercheur principal, le Dr John Lautner, qui avait beaucoup de questions à poser. La première était, chose intéressante, « Pourquoi avez-vous voulu me parler? Vous auriez pu refuser, vous auriez pu résister. Vous et vos amis êtes certainement plus nombreux que moi et mon personnel ici. Alors pourquoi vous ouvrir ?» L'entité fit une pause un instant, comme si elle assemblait soigneusement sa réponse avant de laisser les mots sortir de ce qui était, vraisemblablement, sa bouche derrière cette visière sombre. Elle répondit d'une voix neutre, presque sans tonalité. « Vos recherches perturbent notre travail. » Eh bien, c'était un progrès. Le docteur Lautner sourit et répondit. « Et votre travail consiste à cultiver. » Juste ce mot-là, comme si le contexte était totalement évident. Lautner répliqua. « Oui, nous avions déjà compris cela. Mais quel est le but? Pourquoi faites-vous cela? » Il espérait qu'une question un peu plus existentielle comme celle-ci pourrait ouvrir les vannes chez ces anomalies exceptionnellement taciturnes et au langage simple. Ses espoirs se révélèrent bien vains lorsque l'anomalie répondit simplement « C'est notre devoir. » Pouvez-vous développer? Une autre pause, avant que l'instance ne réponde cette fois un peu plus fermement. Ceux qui se dirigent vers Izad ont besoin de guides. Nous jugeons qui est digne et qui ne l'est pas. Les dignes sont conduits à Izad. Ceux qui ne le sont pas, nous les détruisons. C'était déjà un progrès au moins. Et en menant nos recherches, nous vous empêchons de faire cela? Il acquiesça. Oui, la récolte ne doit pas être perturbée. Le docteur Lautner commençait à s'irriter. Cet entretien, c'était comme essayer de lui arracher les vers du nez. D'un ton un peu plus provocateur, il demanda « Que se passera-t-il si nous poursuivons nos recherches ?» L'entité fit une nouvelle pause avant de dire « La mort n'est pas un droit. C'est un don que nous pouvons refuser d'accorder. » Quelque chose dans la formulation de cette phrase fit dresser tous les poils sur la nuque du docteur Lautner. Il s'éclaircit la gorge, reprit son calme et dit « Est-ce que vous nous menacez ?» L'entité secoua la tête. « Non, c'est vous qui menacez ceux qui autrement seraient accueillis à Izad. Vos recherches les empêchent de reposer en paix. Ne pourriez-vous pas simplement les emmener malgré tout ?» Encore une longue pause, avant que l'entité ne se lève et ne dise simplement « Je voudrais partir maintenant. » Mais ce n'est jamais aussi simple que de partir quand la Fondation SCP est impliquée, surtout après avoir fait ce qui pourrait être interprété comme une menace vague contre l'un de nos membres du personnel.
Les gardes grands et costauds ont attrapé l'entité qui se débattait et l'ont traînée jusqu'à une cellule de détention voisine, où elle est restée pendant 3 heures avant de disparaître complètement. Aucune tentative de rechercher dans les zones du SCP-792 n'a porté ses fruits, et cette entité en particulier n'a jamais été retrouvée. L'information m'a été transmise, puisque j'étais entre deux dossiers à ce moment-là, et le docteur Lautner voulait un second avis sur les divagations étranges de l'entité. Mais bien sûr, ce n'était que des divagations étranges pour le docteur Lautner lui-même. Pour moi, compte tenu du contexte du reste de l'affaire, cela avait un sens parfaitement clair et complet. Vous voyez, ce à quoi nous avions affaire ici, c'était une communauté de psychopompes. Pour toute personne n'ayant pas mes connaissances en mythologie, un psychopompe est une entité qui transporte les âmes humaines du monde physique vers l'au-delà. Pensez à la grande faucheuse dans la culture populaire, ou au passeur charron de la mythologie grecque antique. Ces entités sont la membrane entre la vie et ce qui vient après. Et parmi les entités qui peuplent la zone, SCP-792, nous en trouvons certaines qui sont particulièrement proactives dans l'accomplissement de leurs fonctions. D'après les paroles de celle que le Dr Lautner a interrogée, la ferme de cadavres est presque comme le hall d'entrée du véritable au-delà, où les âmes des personnes récemment décédées se rassemblent et prennent ces formes inertes de dimension végétale. À partir de ce moment, il revient aux entités de rendre leur jugement, comme les dieux de l'Égypte ancienne qui pesaient le cœur des candidats espérant entrer dans le champ de roseaux. Si les psychopompes estimaient que la personne était digne d'aller au paradis d'Issad, alors son corps était déposé dans les temps et disparaissait dans ses profondeurs. Mais s'ils jugeaient une âme indigne, le corps était placé dans le bûcher et, vraisemblablement, brûlé à jamais ou emmené dans un endroit équivalent à l'enfer dans la plupart des religions. Lorsque j'ai exposé cette théorie au Dr Lautner, il a pris un teint étrangement pâle. Sa vie avait été menacée à de nombreuses reprises en tant que chercheur principal pour la Fondation SCP, et à ce titre, c'était un homme plutôt difficile à déstabiliser. Cependant, à l'idée d'irriter une anomalie qui pourrait un jour détenir le sort de son âme immortelle, lui inspira une toute autre forme de peur. Après cela, il changea complètement d'avis et donna l'ordre que personne ne devait intervenir dans les opérations en cours des entités SCP-792-2 par précaution. À la place, après avoir attribué la classification Euclide à l'emplacement, il mit plutôt en place une méthode entièrement basée sur le périmètre pour le maintenir confiné. La zone est maintenant entourée d'une clôture électrique de 4 mètres de haut, avec du fil rasoir enroulé autour du sommet. Il n'y a qu'une seule entrée pour accéder à la ferme des corps, gardée en permanence par plusieurs membres armés du personnel de la Fondation. La zone est inspectée chaque semaine, mais pendant cette période spéciale, entre le 2-10 septembre et le 31 octobre, tout à l'intérieur est laissé à lui-même, exactement comme l'entité l'avait demandé au Dr Lautner. Tout comme il est sage de bien traiter vos enfants, puisqu'ils décideront dans quelle maison de retraite vous finirez, je recommande aussi vivement d'être courtois envers vos psychopompes locaux. Quelques minutes d'inattention pour eux pourraient bien signifier une éternité de conséquences pour vous. Vous voulez en savoir plus sur les différents cadavres anormaux que la Fondation SCP surveille? Je vous conseille vivement de regarder mon dossier vidéo sur le SCP-3852, la petite ville qui cache ses secrets dans le lac, de peur que vous ne deveniez le prochain corps dont tout le monde doit s'occuper.